Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et pour cet épisode, je suis allé à la découverte de quelqu'un que je ne connaissais pas il y a quelques mois et que j'ai pu rencontrer via un challenge, le challenge Reefer. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir dans cet épisode Arnaud Gazet, qui en est le CIO. Salut Arnaud. Salut Sébastien, merci de m'inviter. Bah écoute, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir la chance de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur cette aventure Reefer, et aussi sur toutes les qualités mentales que ça demande de se lancer dans un tel projet, aussi bien au niveau de la création, mais d'une levée de fonds et tout ce que ça peut générer en termes d'investissement et d'un point de vue psychologique pour arriver du coup à lever ces fonds pour pouvoir, on va dire, créer ce projet qui est génial et dont tu vas pouvoir nous parler tout de suite pour nous expliquer un petit peu ce que c'est. Ok, eh ben oui, avec grand plaisir. Refer, c'est une application qui permet de rencontrer les gens, de créer des conversations pour pouvoir faire grandir son business. On s'est rendu compte que la mise en relation, c'était le levier le plus performant au monde pour pouvoir aller chercher un client, un investisseur, ton futur salarié, etc., etc., ou peut-être même ton prochain job. Et sauf que c'était un levier qui était pas ou peu exploité aujourd'hui et que on savait très mal faire du networking. Et du coup, on a créé un système, une application qui va te permettre d'obtenir un maximum de mise en relation de la part de ton réseau pour pouvoir aller chercher et rencontrer ces personnes-là. Bon, génial. En tout cas, c'est moi je trouve une super idée. Moi, je fais depuis très longtemps en fait, je collecte mon réseau, j'essaye de mettre en relation les gens les uns avec les autres et du coup, cette application, je l'utilise désormais et j'en suis même un des ambassadeurs Tout à et fait. et je suis vraiment super content là du coup de pouvoir m'en servir pour moi tout simplement pour mettre en lien des gens qui vont pouvoir se rendre service, qui vont pouvoir s'entraider, parfois qui pourront faire des échanges de bons procédés, les uns avec les autres et ce qui correspond, aux valeurs, en tout cas, de ce que, Refer, veut, revendiquer. Ah, tu es d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. C'est effectivement aussi une application, comme tu le dis, pour les connecteurs. Aujourd'hui, connecter deux personnes, ça prend en moyenne quand tu veux le faire bien, tu vois, avec un premier message qui demande si la personne est d'accord pour qu'on lui présente quelqu'un, etc., etc. Ça prend en moyenne 15 minutes, le temps, tu vois, de faire une belle introduction et que ça ait du sens. Et en fait, avec Refer, c'est quelque chose que tu peux faire en deux clics. Et du coup, ça permet, quand on a l'âme d'un connecteur comme toi, ça permet de vraiment se simplifier la vie et de pouvoir faire tout ça et d'avoir un suivi vraiment complet sur tes mises en relation, ce que tu as apporté et à terme, de pouvoir les monétiser également. Super. Alors Arnaud, comme, le veut la tradition du podcast, maintenant que, on sait, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, on va commencer par un autre petit tour de chauffe et le petit tour de chauffe, ça commence toujours par un petit portrait chinois avec quelques questions. Est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu des questions et réponses et à les justifier? Bien sûr, je me suis évidemment préparé. Ah oui, OK. Toute la journée, toute la nuit, je ne pense qu'à ça, à ce portrait chinois. Alors, on va commencer par une facile. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi?
Une couleur. Eh bien, c'est une question difficile. Je pense que je serais pas une couleur. Euh, je pense que je serais plein de couleurs. Et je pense que je serais plein de couleurs. Pourquoi? Bah, parce que j'aime bien mélanger les couleurs et j'aime bien, en fonction des contextes, changer de couleur. Voilà. Ok, t'as un caméléon alors. Je suis un peu un caméléon, ouais, c'est ça. Je pense que s'adapter, c'est quelque chose qui est primordial, et notamment dans mon métier. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré et qui t'inspire encore, lequel choisirais-tu? Alors moi, j'ai une culture littéraire qui est nulle. Euh, on va dire que c'est pas mon canal culturel. Euh, je lis que des bouquins de business. Et du coup, j'en lis un en ce moment qui s'appelle Blitzscaling, qui est un livre qui a été écrit par Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn. Et j'apprends énormément de choses dedans, sur notamment la croissance rapide des entreprises et comment tu sautes dans le vide quand tu as encore des choses que tu maîtrises pas totalement dans ton business, comment tu sautes dans le vide pour t'emparer du marché et grandir le plus rapidement possible. Ok, bon, moi, ça me va, un livre de business. Pas de souci. Chacun son style, hein. On respecte, on respecte. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Un objet. Je serais ma guitare. Voilà, je Ah serais une oui, guitare. la fameuse Voilà. guitare. Ouais. Là où les fameuses guitares. Ouais, je serais une guitare parce que je trouve ça cool de pouvoir passer même du temps dessus, de se vider la tête. C'est un vrai moment où en fait tu peux pas réfléchir à autre chose quoi. C'est un objet avec lequel t'es vraiment en symbiose et avec lequel t'es dans un moment créatif qui est un moment moi qui me permet de me vider vraiment complètement la tête. Tu joues dans un groupe peut-être? Non, je joue plus dans un groupe depuis longtemps, j'ai plus le temps. J'ai eu des groupes, j'ai dirigé des groupes, j'ai écrit beaucoup de musique, mais non, j'en ai pas fait mon métier et je prends pas spécialement de plaisir à faire des covers, à faire des reprises. Et du coup, sauf pour moi, mais sinon je prends pas plus de plaisir que ça. Donc aller jouer des reprises sur scène, il faudrait juste que j'ai le temps de réécrire de la musique pour pouvoir rejouer ma musique, mais ça prend un temps que j'ai pas forcément. Ok, t'amèneras un jour peut-être. Ah ouais, peut-être. Alors, si tu devais être un plat cuisiné, lequel serait-tu? Si je devais être un plat cuisiné, euh, je sais pas, un poulet au curry. Parce que je suis à la fois un peu épicé et parce que j'ai jamais été en Inde et j'ai très envie d'y aller. Voilà, Ok. j'ai pas plus de réponses que ça. Je sens que ma question t'a perturbé. Ah, complètement. Bon, bah, on va continuer dans le culinaire. Si tu devais choisir une pâtisserie, tu choisirais laquelle? Oh là là, je serais un Paris-Brest. Alors, même si je suis pas un énorme fan de Bretagne, je serais un Paris-Brest parce que j'adore ça, voilà, tout simplement. Non, mais parce il y a, c'est très gourmand, tu vois, c'est un dessert hyper gourmand. Euh, c'est, euh, c'est la crème au beurre et tout, moi j'adore. Donc voilà, je serais un Paris-Brest. Ok. Paris-Brest, c'est parti. Tu devais choisir un art, lequel choisirais-tu? Ah bah la musique, évidemment. Naturellement. Ouais. Et si j'élimine la musique, Je serais la photographie. tu es un photographe averti? Ça a été mon métier à une période, ouais. J'ai beaucoup fait de photos. J'en ai fait pour le plaisir. Et puis après, comme j'ai j'ai eu tendance à essayer de vivre des choses que j'aimais, et je l'ai fait beaucoup. J'en ai fait mon métier. Et je suis toujours un grand fan de photos. Ah super, ça c'est quelque chose que je savais pas. On découvre plein de choses, hein. Bah ouais. Musicien, photographe.
Tu vois, je pense que ça sert à ça. Entrepreneur. Génial. Tu devais choisir un alcool, tiens. Lequel choisirais-tu? Je choisirais le mezcal. Je choisirais le mezcal. Alors, je sais pas si tu connais le mezcal, j'imagine. Bah non, tu vois. Non, eh ben, je vais Non. t'apprendre ce que c'est. Alors, le mezcal, c'est un alcool d'agave. C'est un alcool d'agave comme la tequila. Et en fait, l'histoire du mezcal, c'est que un peu comme, si tu veux, la tequila, c'était fait à base d'agaves un peu AOP, quoi. C'était des agaves un peu choisies, sélectionnées, qui poussaient sur certaines parcelles. Et en fait, toutes les autres, les agaves moins nobles, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était pour leur, pour leur enlever un peu ce goût qui était moins noble du coup. En fait, ils creusaient des trous et puis ils faisaient fumer ces agaves et ensuite ils les transformaient en alcool. Donc c'est en gros la même base qu'un alcool qu'une tequila, sauf qu'en fait c'est une tequila fumée. Et après, avec le temps, c'est devenu un alcool beaucoup plus noble, évidemment, avec des bonnes agaves, pas seulement les fonds de cuve. Et du coup, c'est un alcool que j'adore. C'est un alcool qui est hyper parfumé et qui fonctionne très bien dans les cocktails également. Parfait. On essaiera d'aller tester ça. On verra s'il y a ça à la Refaire Party prochainement. Oh, je pense qu'on peut essayer d'en mettre quelques bouteilles de cocktail. Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu? La résilience, parce que je pense que c'est la qualité première d'un entrepreneur. Tu as un exemple à nous donner? Sur la résilience, bon, je pense que tout entrepreneur ou toute personne qui a essayé d'entreprendre à un moment donné sait que le chemin est parsemé d'embûches. Et du coup, je pense que si tu n'es pas résilient, si tu n'es pas capable de te relever, de rebondir et de le faire rapidement, c'est difficile d'être un entrepreneur. Ouais, c'est vrai que de nos jours, c'est quand même facile en fait de créer une entreprise, mais après, c'est la faire vivre qui est compliqué. Tout à fait, Et exactement. souvent, on dit que je crois que la durée de vie pour certaines entreprises, par certaines, ne dépasse pas les 3 ans. Si mes sources et mes souvenirs sont bons. Ouais, les 3 ans, c'est effectivement une période charnière. C'est celle où tu commences à payer un peu plus cher certaines choses. Et c'est ouais, une période charnière pour beaucoup d'entreprises. Et puis, tu sais, il y a aussi t'as des cycles chez les gens. C'est un peu comme dans les couples. Il y a des périodes un peu des cycles. Et je pense que quand tu es un salarié, tu as aussi des périodes de cycle. Quand tu es entrepreneur, tu as aussi des périodes de cycle. Des, des, des envies différentes, etc. Il y a un truc dans l'entrepreneuriat qu'on appelle le Founders Fit, qui est un truc que les VC regardent beaucoup, les investisseurs, qui est en gros, est-ce que tu te connectes vraiment à ton entreprise et qu'est-ce qui fait que demain, tu n'auras pas envie d'aller élever des chefs dans le Larzac plutôt que de faire ce que tu fais. Pourquoi tu es hyper connecté à ton entreprise? Qu'est-ce qui fait que demain, tu seras encore là et que tu vas pas bouger? Voilà. Et du coup, ça, c'est hyper important. Donc, du coup, tu compares l'entreprise à la vie de couple. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est le premier Non, invité qui me fait ce comparatif intéressant. bah, Et les les hauts et deux, les les bas. deux, les deux vivent ensemble, hein, mais effectivement, en fait, c'est juste qu'il y a des cycles. C'est quand t'es salarié et je le vois et tu vois que t'as des cycles. Il y a des moments où en fait, tu sais, au bout de 3 ans, 6 ans, tu sais, c'est comme ça. Il faut parfois que les chemins se séparent. T'as envie de changer, t'as envie de faire d'autres choses. Et donc, du coup, c'est hyper important. C'est hyper important de le savoir, tu vois. Et donc de pouvoir l'anticiper et de pas s'attacher forcément tout le temps trop aux gens, aux personnes, etc. Et de pouvoir et de savoir rebondir. Ouais, t'as raison. En tout cas, j'en prends bonne note. Si tu devais choisir un moment de la journée, lequel choisirais-tu et pourquoi? Un moment de la journée, moi je suis très soir-nuit, moi. Euh, j'aime bien la nuit. Le soir, bah, simplement parce que c'est le moment où tu te retournes un peu sur ta journée et généralement tu es fier de ce que tu as accompli. Voilà.
Et c'est aussi le moment où tu coupes un peu. Et du coup, moi, c'est le moment que je préfère. Parce que moi, je suis un oiseau de nuit. Donc, T'es un oiseau de nuit. donc ouais, un Ça me petit fait peu, ouais, penser à je pense. une précédente invitée qui est aussi un papillon de nuit. Ah Fait des bon, podcasts à d'accord. 3 heures du matin. De 3 heures du matin, tu Ah, sais, tu vois de qui je parle là. ah ouais, ça y est, je vois. Ouais, ça y est, tu m'as mis la puce à l'oreille. Allez, une petite dernière pour la route. Dis-moi. Si tu devais choisir un vêtement, lequel choisirais-tu? Un vêtement. Je crois que je choisirais une paire de baskets. Ouais, je choisirais une paire de baskets. Euh, Comme dirait Gynéco, elle guide mes pas à pas. Et du coup, ce serait une paire de baskets. J'en ai des tonnes. Voilà. Et j'adore ça. Bon, bah écoute, on vient de terminer cette première épreuve. Tu l'as réussi avec brio. Et Merci. on va pouvoir passer du coup aux choses un petit peu plus sérieuses, plus profondes, Mhm. en parlant bah, de toi, de ton mental. Et on va commencer déjà par ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Bien sûr. Mon parcours, moi j'ai un parcours pas commun. J'ai pas fait d'études, euh, où je me suis arrêté très tôt. Euh, j'ai fait une première école d'art entre 16 ans et 19 ans, que j'ai arrêté très vite pour faire de la musique. J'ai monté 2 studios d'enregistrement. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans la musique pendant quelques années. J'ai fait mes armes dans le web, dans la musique. Et ensuite, je suis devenu indépendant. Et là, j'ai commencé à être web designer, à faire de la photo, beaucoup de photos, la vidéo. Et surtout, ouais, c'est un moment où j'ai commencé à vivre de ce que j'aimais. Donc, tu vois, je faisais vraiment de tout. Je vivais un peu de la musique, je vivais beaucoup de la photo, je vivais de ce que je produisais, de toutes les productions digitales que je faisais avec des gens qui m'entouraient. Et surtout, j'ai découvert le métier de commercial, quoi. C'est-à-dire, quand tu es indépendant, il faut savoir te vendre. Et c'est un métier que je connaissais pas du tout, et surtout que j'exécrais. Et du coup, je me suis retrouvé à le faire par défaut, et j'ai adoré ça. Et du coup, j'en ai fait une force, et j'ai commencé à développer différents business. J'ai monté une agence digitale qui existe toujours et qui existe depuis 12 ans maintenant. Et puis j'ai monté d'autres business comme ça. Après, quand j'ai eu mis le doigt dans l'entrepreneuriat et quand j'ai découvert que en fait, je pouvais assouvir ma soif de création et de créativité dans la création d'entreprise, j'ai pas arrêté, tout simplement, jusqu'à Refer, et l'idée de Refer il y a 2 ans maintenant, quand on a commencé à faire germer cette idée que tu connais. Alors comment elle t'a géré? Elle est venue cette idée en tout cas de créer cette application digitale Refer? Eh ben écoute, ça s'est un peu imposé à moi. Comme je te le disais, j'avais une agence de marketing digital. Euh, on bossait dans le luxe, la beauté beaucoup. Notamment, on était la content factory de Sephora. Donc, on faisait 1800 contenus par an. C'était assez fat. Et en fait, on s'est retrouvé du jour au lendemain à perdre 40% de notre chiffre d'affaires au premier jour du confinement. On avait beaucoup de personnes dans le retail, de clients dans le retail, qui se sont retrouvés un peu démunis avec tous les magasins qui fermaient, etc., etc., pas trop savoir ce qu'ils allaient faire, où ils allaient, et du coup à couper les budgets. Et on s'est retrouvés, voilà, du jour au lendemain à prendre des coups de fil, où on arrêtait tous nos contrats. Et il a fallu aller chercher du business très rapidement, très très vite. On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, est-ce qu'on allait être aidé par l'État ou non. Et en fait, ça a été un vrai moteur. Et je me suis dit à ce moment-là que j'allais activer ce qui avait fait la force de toutes mes entreprises depuis toujours. C'était la force de mon réseau.
et qu'il fallait que je puisse l'exploiter au mieux. Et je me suis rendu compte du coup de tout ce que je te disais, que en fait, si je voulais activer, discuter avec chaque personne pour pouvoir m'aider sur des recherches spécifiques, c'était compliqué. Si je voulais matcher ces personnes-là avec les personnes qui étaient avec mes prospects en basé dans mon CRM, c'était compliqué. Si je voulais suivre les discussions ou leur donner la possibilité de me mettre en relation en quelques clics en leur ayant préparé un message, c'était compliqué, etc. Et en fait, je me suis dit qu'effectivement, j'avais le levier le plus performant au monde entre les mains, mais que je pouvais pas l'exploiter. Et du coup, j'ai commencé par créer un robot qui me permettait de matcher tout mon vrai premier cercle, donc les gens que je connais réellement et qui pourraient m'aider avec avec mon CRM, avec toutes les personnes que j'avais embasées, tous les prospects que j'avais embasés dans mon CRM, les 40 000 prospects. Et ça a commencé à me sortir des listes de centaines, de plusieurs centaines de personnes sur chacun de mes contacts. Et c'est comme ça qu'est né Refer, en fait. Ouais, c'est toujours intéressant comment dire, de comprendre comment naît une idée et comment on fait germer un projet. Je trouve ça toujours passionnant. C'est comme, voilà, c'est comme Apple, c'est comme Microsoft. Voilà, je trouve que ça part d'une idée et puis ça part en création. Je trouve ça Ouais. génial. Bah, surtout, c'est bien, c'est toujours bien de partir d'un besoin et de partir de son propre besoin. C'est généralement comme ça que naissent les idées. Euh, Après, il faut pas tomber dans un travers qui est de penser que ton idée est universelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai ce besoin-là, que moi je veux l'exploiter, que tout le monde a besoin de cette même idée. Et c'est là qu'il faut commencer à rationaliser, quoi. Et à se dire, et à en fait, à dérisquer le fait qu'il y a du marché, que t'es pas tout seul, que les gens sont prêts à payer pour, que tu vois. Et donc c'est là où il faut avoir pas mal de lucidité. Ouais, tout à fait. D'autant plus que, bah, du coup, Refer, l'application, elle est gratuite pour les gens. Ouais, tout à fait. L'application est gratuite, le restera. Et l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux gens de créer de la valeur et de nous rémunérer sur cette valeur qui est créée. Donc, et notamment la valeur de la mise en relation des leads. On veut devenir une vraie machine à faire entrer des leads. Et par de la mise en relation, par du contact humain, tu vois. Donc, et l'idée, c'est que ces leads puissent être rémunérés à un moment donné et que nous, on puisse prendre une partie de cette rémunération. C'est un des business models sur lesquels on se dirige. Oui, finalement, tout le monde est gagnant, quoi. Exactement. Tout le monde est gagnant. T'as raison. Et je pense que quand tout le monde est gagnant, c'est là que c'est le plus sain de prendre finalement que c'est là que tu peux prendre une partie de la rémunération. Ça semble logique à tout le monde, en fait. Et c'est ce Tout à qu'on fait. essaye de faire. Ah bah écoute, ton parcours il est passionnant, je le connaissais pas, tu vois, et je trouve ça Merci. hyper inspirant de pouvoir monter des entreprises, vivre de sa passion, puis finalement rebondir suite à comment dire, là c'était le Covid, bing, un besoin, une idée, une création, je trouve ça génial. Bon, bah, super, Ouais. super, super. Avec le recul, le recul de tout ce que tu as vécu, de quoi es-tu le plus satisfait aujourd'hui? Euh, je pense que je suis enfin même sans aucun doute, je dirais, je suis de mon réseau. Je pense que c'est ce que j'ai le mieux réussi euh, et j'en suis le plus fier parce que je viens d'un endroit où potentiellement le réseau est pas ce que tu te fais le plus facilement et on va dire du réseau business que tu pourras utiliser dans les années à venir, etc. C'est pas forcément ce que tu te fais le plus facilement et je trouve que et c'est ça aussi qu'on essaie de prôner avec Refer, c'est que pour pouvoir commencer à exploiter un réseau, t'as pas besoin de 1000 contacts, il te faut un contact en fait. Et un contact va t'en amener un, va t'en amener un autre, va t'en amener deux autres, va t'en amener quatre autres, etc., etc. Et je le dis parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vécu. C'est
Je viens tu vois, d'une petite ville du 92, d'une famille modeste, dans lesquelles tu vois, une famille qui est très loin de l'univers dans lequel je suis aujourd'hui et de l'univers du business, de l'univers des startups. Et du coup, c'était mon parcours, il est assez peu probable en fait si à un moment donné je crée pas ce réseau et si j'arrive pas à obtenir la confiance des personnes qui m'entourent. Et, euh, et c'est pour ça que j'en suis le plus fier aujourd'hui. Bon, bah écoute, génial de pouvoir en tout cas se regarder dans le rétro et puis trouver tout un tas de satisfaction et puis de voir tout le chemin que tu as pu parcourir. Parce que là, t'as quel âge, Arnaud? Là, j'ai 37 ans. 37 ans, ok. 37 ans, 3 enfants euh, et 3 boîtes. Ouais, Donc, incroyable. voilà, j'ai pas tardé, quoi. 3 enfants, 3 boîtes, voilà, tu fais tout par 3? Non, je vais pas dire que je fais tout par 3 parce que ça pourrait être, je sais pas, j'espère que je vais pas m'arrêter à 3 sociétés. J'espère qu'on va bien réussir à faire et que je pourrai continuer d'entreprendre. Parce que c'est vraiment c'est ce qui me fait vivre. Donc, Bah, en tout cas, donc c'est j'espère que tout ce qu'on peut te j'arriverai à. souhaiter. Ben, merci beaucoup. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase, elle fait écho à ton parcours? Pragmatiquement, on va dire qu'il y a peu de choses euh, qui sont réellement impossibles en fait. J'ai l'impression que souvent on sait juste pas trop comment on saisit les opportunités ou alors on s'autorise pas forcément à les saisir. Comme je te le disais, moi, tu sais, je viens d'une famille où la confiance en soi, c'est pas forcément la plus grande des qualités. Et on a une histoire de famille, tu vois, qui a un peu, tu vois, qui a un peu des traumas, etc., un peu comme dans toutes les familles. Et du coup, chez nous, c'était pas forcément une qualité assez incroyable. Et je pense que c'est souvent d'ailleurs un frein à l'épanouissement pro ou perso. Et je trouve que l'émancipation, ça rend beaucoup de choses possibles. Voilà. Et que l'émancipation est la clé pour rendre possible l'impossible, en fait. Et la confiance en soi. Qu'est-ce que tu veux dire par l'émancipation? C'est s'émanciper ne pas rester dans des carcans et potentiellement s'extraire de son milieu d'origine, accepter d'aller vers l'inconnu, et de s'extraire en fait ouais, s'extraire de son milieu d'origine. Je pense que c'est ça le plus important, c'est accepter que les lignes bougent, qu'elles vont bouger et qu'il vaut mieux les anticiper que de les subir. Et c'est ça pour moi la clé pour rendre les choses qui sont impossibles possibles en fait. Ok, je comprends mieux. Parler de confiance, du coup, bah, je vais rebondir dessus. Tu l'as bâti comment, ta confiance? Tu veux dire la confiance de mon entourage envers moi ou ma Non, là, confiance ta confiance à toi, ta confiance. Tu disais que tu avais comment grandi dans un environnement où la confiance n'a pas toujours été au rendez-vous, je crois, si j'ai bien compris ce que Ah tu as voulu me oui, dire. oui, la confiance. Ah oui, la confiance en soi. Oui, tout à fait. Ouais, Comment j'ai construit ma confiance en moi, c'est ça? D'accord. ouais, ouais, tout Eh à fait. bien, en fait, la confiance en moi, oui, effectivement, tu vois, moi, je viens d'une famille où ma mère n'a pas de parents, elle a grandi à la DAS, donc, tu vois, beaucoup d'insécurité. On a été évidemment extrêmement aimés, mais tu vois, ça laisse des séquelles. Et moi, je suis entouré de mes frères et sœurs, tu vois, tu vois, qui ont des qualités énormes, des qualités humaines, des qualités dans le travail, etc. Mais tu vois, il faut que. Moi, je suis là vraiment, tu vois, à les tirer, à essayer de leur donner justement, à leur dire que les choses sont possibles et qu'en fait, ils sont talentueux, tu vois. Moi, ça a été possible par des rencontres, en fait, tout simplement, et par la réalisation. En fait,
c'est avoir des réussites dans ta vie et fêter tes réussites, c'est quelque chose qui te donne de la confiance en toi. Voilà. L'amour qu'on te donne est aussi un gage de confiance. Et je pense que du coup, là, ce qui a été vraiment ultra game changer pour moi, ça a été des rencontres dans le travail, des personnes qui m'ont dit OK, tu peux le faire, tu peux devenir indépendant, c'est tout à fait possible, lance-toi, et voilà, et qui m'ont mis le petit coup de pied aux fesses qui me manquait pour pouvoir me lancer et me lancer par moi-même. Je pense que l'aide extérieure est toujours hyper bénéfique. Oui, oui, t'as raison, hein, les bonnes rencontres créent souvent des opportunités. Il y a des gens qui sont très stimulants et très positifs et qui encouragent à. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, quoi. Puis aussi être bien entouré aussi, c'est important. Ouais, bien s'entourer, c'est aussi c'est une qualité incroyable, tu vois, et c'est de ne pas s'entourer que de gens qui te tirent toujours vers le bas, qui ont du mal à avancer, etc. Il faut aussi savoir s'entourer. Je dis pas qu'il faut les laisser tomber, mais il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui te tirent, quoi. Tu vois, de personnes qui te, t'ouvrent la voie, te montrent que, tu vois, autre chose est possible, etc. Et c'est hyper stimulant. C'est clair, c'est clair. Donc du coup, le mental pour toi, si tu devais le définir, tu le définirais comment, ce mot mental? Euh, pour moi, le mental, c'est la constance, c'est garder le cap. Euh, c'est la capacité d'adaptation, ta capacité d'adaptation face à l'adversité, ta capacité d'envisager des solutions. Et par exemple, Caroline, pour ne pas la citer, Caroline Mignot disait une fois, bah voilà, il faut être dans le et pas dans le mais. Et je trouve que pour moi, avoir un bon mental, c'est ça. C'est être capable de toujours vouloir trouver des solutions et pas se résigner, en fait. Oui, en gros, il faut être Toi qui es un proactif, professionnel quoi. de la... Ouais, oui, oui, il faut être proactif. Enfin, ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est toi le professionnel, c'est à toi de me dire si je me trompe dans ma définition du mental, mais d'avoir un bon mental. Mais... Bah en fait, après, comme je te disais souvent, il y a la définition quoi, qu'on peut trouver dans tous les bouquins de prépa mentale. Mais moi, ce qui m'intéresse tu vois, dans le podcast, c'est de retrouver dans chaque épisode vraiment comment en tout cas les gens que je vais interviewer le définissent eux, comment, quel est voilà, quelle est leur cartographie de ce mot-là. Et c'est ça qui est important pour moi, au-delà de le définir et d'amener une définition d'un dico. Mais ce qui est D'accord. assez passionnant, c'est ça, c'est que chacun, je crois que j'ai dû faire une soixantaine d'interviews déjà, et chacun amène sa propre définition, cette conception qui est intéressante en tout cas à pouvoir, en tout cas, quand je cherche mon mot, mais pouvoir être écouté par tout le monde, parce que finalement, on se rend compte que, et c'est le concept du podcast, c'est que tout le monde a du mental, et ce mental-là, on le retrouve pas que dans le sport, ou dans les athlètes qui font du sport, mais on le retrouve dans tous les métiers, dans plein de gens différents, quel que soit quel que soit le milieu social où on évolue, où on grandit, et c'est un peu ça pour moi l'objectif de ce podcast, c'est d'éveiller les consciences et ne pas se limiter à se dire que bah, le mental c'est que dans le sport, comme on le retrouve souvent dans la presse, quoi, dans la presse sportive ou dans la presse tout court. Ouais, tout à fait. Bah, en gros, moi, si tu veux, si je peux te faire une autre image, quand je disais la constance et garder le cap, c'est, t'imagines une sinusoïdale, tu vois, une courbe, tu vois, qui irait de haut en bas tout le temps, etc. Et ben en fait, ça, c'est un peu ta vie, tes émotions, ce que tu traverses dans l'entrepreneuriat, des hauts, des bas, etc. Et en fait, je pense que avoir un bon mental, c'est réussir à rester sur une médiane en fait de quelque chose qui va être moyen entre les hauts et les bas et qui va tracer une ligne
qui fait que tu vas trouver de la stabilité. Voilà. Et pour moi, avoir un bon mental, c'est trouver cette stabilité-là. Ah ouais, je vois tout à fait à quoi ça peut ressembler. Et tu as raison en fait, parce que l'idée, ouais, c'est ça. Le bon mental, c'est avoir cette constance et cette endurance dans toutes les épreuves de la vie qu'on peut traverser en fait. Mhm. Comme tu disais si justement, c'est aller, et comme disait Caroline, c'est les solutions quoi. C'est se concentrer sur les solutions et pas forcément sur les problèmes. Exactement. Est-ce que tu... On ne peut pas, il vaut mieux se concentrer sur les choses qu'on peut changer que sur les choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend en préparation mentale, ça. C'est être focus sur les éléments qui sont de notre contrôle et de notre maîtrise. Et ne pas trop s'attarder sur les choses qui sont hors contrôle. Souvent, c'est des éléments distracteurs et qui vont venir nous perturber dans les choses importantes à actionner. À actionner, tout à fait. Du coup, j'allais te poser une autre question. Ouais, du coup, on parlait de préparation mentale. Est-ce que en quoi elle consiste, toi, ta préparation mentale? Tu fais des choses? Non, moi j'ai pas vraiment de routine. Euh, Moi j'ai pas vraiment de routine, mais j'ai un caractère qui est assez bien fait pour ça, quoi. C'est-à-dire, tu sais, pour garder cette fameuse médiane sur la sinusoïdale là, c'est un peu, moi en fait, quand des choses se passent autour de moi, je les absorbe, je les digère et ensuite j'en fais quelque chose. J'ai une tendance à rationaliser et à relativiser. Donc, ça fait que j'ai pas besoin de me conditionner pour pouvoir me dire, tiens, là, il faut vraiment que je me conditionne, que je me mette dans un mood, dans un mindset spécifique. Voilà. Donc, j'ai pas de secret, j'ai pas de routine, en fait, à te donner. Ton secret, c'est la guitare, en fait. Ouais, je pense que après, il y a des choses qui font que ça altère tes capacités mentales et du coup, la fatigue altère tes capacités mentales, le fait d'être pressurisé, etc. Donc, je pense qu'il faut trouver, je dirais que moi, ma prépa mentale, c'est comme c'est en gros, c'est un peu comme la médecine chinoise, quoi. Tu y vas pour pas y aller, quoi. Tu vois. Et du coup, c'est ça l'idée. Donc moi, je trouve des moyens de déconnexion, de dépressurisation, et c'est comme ça que finalement, si je devais me préparer, c'est comme ça que je me prépare. Et c'est parce que aussi tu te connais bien aussi, peut-être. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens autour de moi enfin beaucoup de gens. Non, il y a quelques personnes qui me diraient que je me connais pas si bien que ça. Euh, mais euh, Mais peut-être que c'est une question difficile. J'ai pas cette réponse. J'ai pas cette réponse. Je pense évidemment me connaître. En tout cas, je connais mes travers. Et je pense apercevoir mes qualités. Euh, et après, je pense que aussi le fait de pas être altéré toujours partout, de pas être, tu vois, de pas vivre très fort toutes les choses, etc. Ça peut faire peur à certaines personnes, tu vois. Et du coup, je pense que comme je ne suis pas comme ça, on peut penser que je me connais pas très bien, mais du coup, ça met des doutes en moi. J'ai l'impression que là, tu vois, je me remets un peu en question. Je ne sais pas si je me connais bien ou pas. Écoute, je sais pas. J'ai pas la réponse. Ok, bah, écoute, moi elle me convient, hein, toutes les réponses me conviennent. Et puis après, bah, écoute, je t'invite à faire connaissance avec toi-même dans les jours à venir. Je sais pas si ça se fait en quelques jours. Ouais, non, je crois que... Mais Non, mais quand je dis, t'as traversé certainement beaucoup d'épreuves, t'as vécu pas mal de choses, donc c'est souvent dans les difficultés qu'on apprend à se connaître, qu'on sait comment on réagit, voilà, chaque expérience permet de mieux comprendre certaines choses, et c'est en ça qu'on se connaît mieux et qu'on connaît ses qualités, sur lesquelles tu t'appuies, puisque
et pour avancer, quoi. C'est un peu en ça que je voulais. Bah, ouais, tout à fait. En tout cas, je commence à mieux maîtriser l'humain. C'est sûr que j'ai vécu pas mal de situations, je connais pas mal de, tu vois, j'ai été dans des situations de trahison, dans des situations d'échec, etc. Et en fait, oui, c'est le meilleur moyen finalement de connaître l'humain pour éviter de retomber dans ses travers. Et donc, in fine, tu te connais un petit peu mieux. Ouais. Tu parles d'échecs, du coup, t'as dû faire face à des échecs et du coup, comment tu t'es donné le droit à l'erreur? Comment t'as fait pour garder confiance après ces échecs? Oui, moi je pense que l'échec, je pense que l'échec, et c'est peut-être un poncif, hein, mais je pense que l'échec, ça fait ça fait partie de l'apprentissage. Moi, j'en ai jamais fait un drame, si tu veux. Euh, Rien n'est dramatique dans le fait de faire des erreurs et de ne pas avoir réussi. Et en fait, je m'en suis souvent servi comme de quelque chose qui me permettait d'apprendre et de progresser, plutôt que quelque chose tu vois, qui me tirait vers le bas et qui me minait le moral. Ok, bah ouais, c'est un bon concept, hein, de toute manière. Moi, souvent, je dis et je le répète, pour moi, l'échec, ça n'existe pas en fait. C'est juste des expériences sur lesquelles on capitalise. Et ça permet, en fait, en ayant cette vision-là, ça permet du coup, d'apprendre des choses et puis de progresser, peut-être de réessayer et de progresser dans quelque chose qu'on a moins réussi juste avant et puis d'aller vers l'objectif pas par pas, quoi. Tout à fait. C'est un peu, finalement, j'ai dit qui bien, mais c'est un peu la même manière quand on crée une application digitale, quoi. On la lance et puis il y a toujours des petits, comment dire, des mises à jour du logiciel qui font par rapport à, je sais pas moi, des feedbacks consommateurs et qui font que du coup ces feedbacks ils te permettent finalement de rendre encore meilleure la version de l'application, quoi. Ah, c'est clair, on nous a dit dans les rendez-vous qu'on a fait avec les fonds d'investissement, on nous a dit, vous savez, l'application que vous avez aujourd'hui dans les mains ne sera pas du tout l'application qui fonctionnera demain. Et du coup, elle va passer encore, elle va muter votre application, elle va vivre. Vous allez écouter vos utilisateurs. Et en fait, il ne faut pas s'attacher forcément à ce qu'on a créé, à ce qu'on a construit, parce il faut s'attendre à le remettre en question à n'importe quel moment. Et il n'y a que quand tu es prêt à remettre et à te remettre en question que tu peux progresser, en fait. Donc, évidemment, l'échec fait partie de la croissance. Tout à fait. L'expérimentation, pas l'échec, pardon. L'expérimentation. L'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. C'est Ouais. un subterfuge de notre cerveau. D'accord. C'est toi qui m'as dit l'échec, hein, il me semble, à l'origine, non? Oui, oui, parce que c'est souvent un mot qu'on utilise, qui est utilisé et qui finalement, au fur et à mesure que tu vois que j'y réfléchis, je me dis bon bah forcément il n'a pas forcément d'utilité, donc du coup finalement je m'en sers, je le dis, mais finalement je le déconstruis tout de suite après parce que je trouve que c'est intéressant de le voir d'une autre Ouais. manière. Tout à fait, t'as raison. C'est une bonne vision c'est une bonne vision. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Comment tu fais pour trouver de la motivation chaque jour? Que tu as des trucs qui te stimulent, Ah. est-ce que tu mets du sens à tes actions chaque jour? Est-ce que c'est plutôt des défis? Est-ce que c'est des objectifs à long terme? Est-ce que tu as un plan ou pas? Comment, comment ta motivation Alors, elle se construit? écoute, je pense que moi, ma motivation, c'est essentiellement la passion, en fait. C'est ce qui fait que je suis motivé et que je suis capable d'avoir une pugnacité telle, c'est que en fait, j'adore ce que je fais. Et comme j'adore ce que je fais, euh, j'y mets une motivation. J'ai une motivation telle que en fait, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à m'arrêter de travailler le soir. J'ai du mal
à couper en fait. Et du coup, je pense que c'est mon moteur. C'est mon moteur. Après, j'ai pas de routine, j'ai évidemment des objectifs. J'ai évidemment des objectifs. Tu vois, on a tous des objectifs et sans objectifs, on a du mal à avancer, on a du mal à savoir où on va. Et surtout, maintenant qu'on a des investisseurs, on est obligé d'avoir des objectifs clairs et de les tenir un minimum. Euh, et du coup, c'est effectivement un modèle motivant, mais c'est pas le seul. Je pense que celui qui fait que je me lève le matin, c'est vraiment que j'adore ce que je fais et pouvoir apporter ce que j'apporte aux gens et de pouvoir être là à l'origine de nouvelles histoires, de mise en relation fructueuse, c'est vraiment ça qui est motivant. Bon, mais super. C'est super de pouvoir, en tout cas, on va dire d'associer la motivation à la passion. Du coup, bah, il faut conserver la passion pour conserver aussi la motivation. Tout à fait. Ouais. Est-ce que du coup, c'est une question qui me vient, elle est hors contexte, enfin, en tout cas, elle est dans le contexte, mais elle n'est pas sur les questions que je t'avais préalablement envoyées pour préparer l'interview. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de perdre la motivation suite à une baisse, du coup, de la passion que tu avais dans quelque chose? Euh, j'ai j'ai perdu la motivation quand j'étais engagé dans des projets communs, euh, dans lesquels en fait justement la motivation, l'engagement était pas respecté ou était pas le même pour tous. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui permet qui fait que tu perds ta motivation. Et je l'ai perdu, moi, dans ce contexte-là, dans certains cas. Et je pense qu'il y a un autre biais pour les entrepreneurs multirécidivistes comme je suis, c'est de potentiellement euh, vouloir lancer ou vouloir participer à trop de projets. Et je pense que il faut savoir se canaliser pour pas perdre sa motivation et pour pas perdre son engagement dans un projet. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me cadre énormément maintenant. Je ne fais plus qu'un seul projet et je suis à 300% dedans, plutôt d'être à 100% x 3. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de préserver justement cette motivation, d'être 100% focus sur ce que je fais. Ok, c'est-à-dire que ouais, en fait, t'entames une entreprise, tu es à fond dedans, mais t'es pas sur plusieurs choses à la fois, quoi. Alors que c'est ce que tu faisais avant, Ouais. tu étais sur plusieurs choses à la fois. J'ai eu plusieurs choses, mais je pense que c'est parce que au bout de 10 ans, à 10 ans, à être en agence, à passer ta vie, à être en compétition. Tu sais, la vie d'agence, c'est un peu comme une vie de sportif en fait. T'es continuellement en compétition, donc tu es continuellement face à des échecs ou en tout cas utilise le mot que tu voudras, mais ouais, on va dire des échecs ou au fait de perdre des budgets ou à pas y arriver, etc. Et pour le coup, c'est pas des choses que tu peux rattraper par la suite. Tu peux en tirer des choses, tu peux en tirer des insights, tu peux en tirer plein de choses de toutes les compètes que tu gagnes pas, mais globalement, tu en gagnes une sur trois, une sur quatre, une sur cinq. Et du coup, ça veut dire que 4 fois sur 5, 4 fois sur 3, bah, en fait, tu es dans des situations d'échec, en fait. Et du coup, pour moi, ça a été ça a été une vraie école en fait. Ça a été une vraie école et je pense que même à ce moment-là, au bout d'un moment, j'ai un peu perdu, tu vois, l'amour de ça, l'amour d'être continuellement à donner des conseils à des gens qui voulaient pas forcément les écouter ou pas tout le temps les écouter, à devoir se renouveler à chaque instant, etc. Et je pense que ça, c'est un moment où tu peux perdre un peu la motivation dans ce que tu fais, quoi.
Ok, ok. Bon, c'est sûr que quand tu es face à des gens qui veulent pas... Enfin, si tu as des choses à transmettre et que du coup le transmetteur qui est en face de toi il veut pas écouter, c'est sûr que c'est compliqué, ça donne pas trop envie au final, même si on insiste un petit peu, quoi. À un moment donné, on lâche l'affaire, quoi. Exactement, tout à fait. Alors justement, là, on parlait de lâcher les affaires, mais j'ai envie de parler un peu de détermination. Et très souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que multi-entrepreneur à divers projets? Est-ce qu'il ne faut rien lâcher? Euh, Moi, je dirais que c'est tout l'inverse en fait. Euh, c'est souvent accepter que si tu lâches pas, tu vas te planter. C'est ça avoir une force mentale. Tu vois. Pour moi, c'est être capable de se dire que là, faut arrêter de foncer dans ce sens-là parce qu'en fait, tu es en train de te tromper. Et alors que l'inverse, tu vois, rester accroché à ses idées, à ce qu'on pense, etc., tu vois, c'est là où tu peux vraiment finir dans le mur. Donc, euh, donc non, je dirais pas ça. Ok, écoute, on est arrivé sur la fin des questions et sur la fin de l'épisode. Je tenais vraiment à te remercier pour le temps que tu m'accordes. Il est très précieux ton temps et je sais que du coup, comme vous êtes sur plein de choses, levée de fonds, et puis plein de choses plein de choses à faire quand on crée une entreprise et qu'on veut la développer. Donc je tenais vraiment à te remercier. Je tenais aussi à te remercier Merci à toi pour pour cette m'avoir donné invitation. l'opportunité de découvrir Refer, d'en être un des ambassadeurs et du coup de pouvoir bénéficier d'une communauté extraordinaire par le biais du challenge et puis même l'après-challenge. Et voilà, je tenais à te remercier aussi pour ça, puisque c'est quelque chose que j'apprécie et puis qui m'a apporté beaucoup de choses en fait en termes de réseau, en termes de comment dire de feedback. Enfin voilà, on a une riche communauté, c'est génial d'avoir pu Ouais, créer ça me fait plaisir que tu me dises ça. ouais, d'avoir pu créer Refer et de pouvoir en fait que ce côté humain en fait oui, il y a une application digitale mais que ce côté humain il soit voilà, il a une grande force et je trouve c'est vraiment très très important. Enfin, en tout cas, moi, c'est important pour moi. Et, euh, et comme tu l'as dit aussi dans le podcast, pour toi aussi, que voilà, que les humains se rencontrent et puissent faire des choses ensemble, mais grâce à une application digitale. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent les applications digitales ne nous donnent pas l'occasion finalement de rencontrer les humains qui sont derrière. En tout cas, pas toutes. Voilà, je tenais à te remercier. Et puis je vais te laisser le mot de la fin, puisque c'est dans le podcast, c'est souvent, je laisse le mot de la fin à mon invité. Donc, je te laisse conclure cet épisode et pour finir en beauté auprès des auditeurs. Dis donc, quelle pression! Quelle pression! Non, mais moi, je vais juste réagir sur ce que tu viens de me dire. Effectivement, tout ce qu'on fait, c'est pour ça et c'est pour que les gens se rencontrent. Et ça me fait énormément plaisir que tu me dises que ça te permet, toi, de pouvoir obtenir des résultats, de la satisfaction, des rencontres et tout ce qui en découle, parce que ça prouve qu'on ne se trompe pas sur ce qu'on fait, on ne se trompe pas sur tout le mindset qu'on est en train de mettre autour de Refer et de ce qu'est Refer. Et du coup, ça me galvanise et je repars encore plus motivé et avec une meilleure force mentale après cette discussion. Merci à toi. Écoute, merci Arnaud. J'invite toutes celles et ceux qui connaissent pas encore FR, du coup, à aller se plonger un peu dedans et puis à contacter Arnaud si nécessaire sur les réseaux sociaux pour voilà pour en tout cas découvrir cette super appli et puis éventuellement intégrer la communauté des référistes. Et voilà, écoute, je te souhaite une bonne continuation, bon vent, mets les voiles et j'espère que le bateau t'amènera très loin. Merci Sébastien, à bientôt. À bientôt.
t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.